Je vais donc faire un petit retour d'expérience de Jean Siena sur un inventaire participatif dans l'idée de donner du grain à moudre aux réflexions actuelles du groupe national Trogne avec le projet d'avoir un inventaire national. Et puis donc je vais faire un petit tour d'historique et puis un peu un bilan de ce qu'on a fait sur l'Isère. Je vais commencer par présenter très rapidement Jean Siena parce que je pense que ça a influé sur le type d'inventaire qu'on a choisi. Donc on est une association de botanistes qui travaillons sur la connaissance et la préservation de la flore et les habitats au niveau départemental. Et avec une approche de conseil de gestion auprès des collectivités et des gestionnaires de milieux naturels. Et enfin, avec un troisième volet qui est le partage de connaissances et l'inventaire participatif, donc avec le programme Sauvage de Meru par exemple, qui est un programme de connaissance de la flore urbaine, et aussi le programme des arbres têtards, entre autres, et les missions fleurs, etc. Donc c'est un peu tout cet historique de nos activités qui influe après notre méthode de travail. Donc ça a commencé dans les débuts des années 2000, 2005, avec des réflexions qui partaient de gestionnaires de milieux naturels du département sur plutôt les espaces protégés, avec la conservation de ces arbres-là, et qui a donné en 2009 un premier partenariat entre Jean Siena et le département de l'Isère. Avec donc le lancement de l'inventaire participatif, l'approche était plutôt basée sur les secteurs de plaine de l'Isère, en fait, notamment la conservation d'habitats naturels patrimoniaux, de marais ou de tourbières, donc dans la vallée du Grésivaudan ou dans le Voironnais. Et aussi parce que c'est des zones qui, sur le département de l'Isère, sont soumises à beaucoup de menaces. D'une part de l'agriculture, avec la production de maïs, entre autres, et puis une forte urbanisation. Et donc c'est ces zones-là qui ont été les premières inventoriées. Donc à ce moment-là, ça se passait avec une petite fiche de terrain. Il n'y avait pas de smartphone, il y avait quelques SIG qui existaient. Et puis voilà, donc les premières trognes inventoriées étaient donc situées, vous voyez, dans la vallée du Grésivaudan, qui est la vallée de l'Isère qui passe par Grenoble, et puis les piémonts les piémonts des montagnes. Donc en fait, l'objectif de Jean Siena, ça a été d'utiliser cet inventaire pour sensibiliser et améliorer les connaissances. Et en fait, rapidement, ça fait émerger d'autres actions parallèles, des concours photos, des sorties de découverte, donc la transmission de savoir, des formations auprès des élèves de formation agricole, l'accompagnement de collectivités, des chantiers, et puis un peu de communication. Donc, je vais passer un petit peu en détail ce genre d'action, avec des premiers exemples en 2011 de concours photos sur le département de l'Isère, les journées de formation, les chantiers de taille avec les jeunes dans les maisons familiales. Et puis ces plaquettes-là, qui datent maintenant de 2012, vous avez quelques exemplaires à l'entrée, c'est les dernières qui nous restent, donc on va voir ce qu'on fait après, si on en refait d'autres. Et puis en 2014 est arrivée un petit peu l'idée de monter un inventaire un peu plus facile d'utilisation, avec la mise en ligne. Donc là on s'est rapproché de Terra Botanica, que vous connaissez peut-être, qui est une association nationale, qui a l'habitude de la saisie participative, et puis qui nous a fait un petit formulaire de saisie, qui doit être détaillé après, qui a le grand avantage d'avoir des widgets qui sont disponibles sur le site internet, très faciles à intégrer sur un site internet, et qui permettent en direct en fait, de voir les arbres qui ont été inventoriés, et des photos, etc. Donc je vais rapidement décrire le petit widget qui est utilisé, qui est assez simple, qui demande une identification de la personne, le nom de l'espèce qui a été vue, la localisation géographique, et puis après quelques caractères sur l'arbre. Donc si c'est un arbre isolé ou un arbre d'alignement, sa circonférence au niveau du sol, donc en choisissant des tranches de diamètre. Le type d'entretien, s'il paraît être récent, ancien ou complètement abandonné. La présence de cavité, la hauteur de la tête, et puis le type de taille, si on est plutôt sur une trogne, sur une émonde, sur une tête de chat par exemple. Et puis l'état sanitaire. Donc, tout en étant bien conscient que c'est des champs qui vont être remplis par
au maximum par des bénévoles et par des personnes qui sont différentes, qui sont par des subjectivités, et donc c'est forcément voilà, des données qui sont un petit peu hétérogènes. Voilà un premier bilan du coup sur l'Isère. Vous voyez qu'il y a principalement, donc là j'ai mis que les espèces les plus fréquentes. Il y en a 3 qui sortent du lot, qui sont le frêne, le mûrier et le saule, principalement le saule blanc et le saule osier. Il y a un petit graphe voilà, qui représente une grosse proportion. Les autres espèces de la liste sont assez anecdotiques, du moins dans notre base. Hein. Le peuplier noir qui est bien présent aussi. Suivant. Voilà. Donc je reviens à cette carte-là. Le saule blanc et le peuplier noir sont très présents dans le Grésivaudan, principalement des arbres qui sont maintenant isolés et peu gérés. Le mûrier, plutôt, vous voyez, dans le Nord-Isère, donc secteur proche du Lyonnais. Et puis les zones de frêne sont associées aux montagnes. Et là, vous voyez qu'il y a peu de choses sur le Vercors et sur la Matésine. Donc Angélique parlera du développement de l'inventaire sur la Matésine. Et puis il y aura clairement une action à mener sur le Vercors pour qu'il y ait une grosse zone aussi de bocage avec beaucoup de frênes à voir. Donc il y a à peu près 6000 arbres qui ont été inventoriés, ce qui est à la fois peu et relativement beaucoup, ce qui est très peu pour les zones de montagne avec un fort bocage. Vous aurez les chiffres de la Matésine, mais c'est beaucoup plus en Matésine par exemple. Et ce qui est assez raisonnable pour les parties en plaine, notamment les parties très agricoles, où les arbres sont beaucoup plus rares. Donc le saule blanc, qui était utilisé en haut, par exemple, pour le long des vignes, dans les coteaux du Grésivaudan, et puis sur la photo du bas, aussi en bornage, on le retrouve encore pas mal dans les milieux sur les parcelles agricoles. Suivant. Voilà un autre exemple de vieux saule complètement creux. Le deuxième plus fréquent, c'est donc le frêne. Je ne reviens pas trop dessus parce que là, il y aura le détail tout à l'heure. Et puis le mûrier, on n'en a pas trop parlé encore aujourd'hui. Le mûrier blanc, donc, qui était très associé à la production de verre à soie, de la sériciculture, qui sont dans des états un peu comme ça. Généralement, c'est des arbres qui ont à peu près tous le même âge, qui sont relativement creux, souvent peu gérés, ou alors gérés par habitude, pour faire du bois de chauffage, sans autre, qui ont dévié du coup d'utilisation, et qui étaient donc associés à la production de soie, que souvent les agriculteurs avaient en alignement au bord de parcelles, en complément de revenus pour produire du verre à soie dans les greniers. Voilà. Et puis donc avec ces premiers inventaires, on peut commencer un petit peu à essayer de voir l'état de conservation des différentes espèces. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui essaye de voir l'entretien de ces arbres. Vous voyez que les premiers camemberts, le frêne et le saule, ont une proportion assez bonne de coupes récentes, qui ne sont pas totalement abandonnées. À l'inverse, sur le mûrier, on a beaucoup d'arbres qui sont complètement non entretenus et qui donc auront tendance à potentiellement s'ouvrir. Donc voilà les premiers bilans. Donc les limites, il y a quelques points techniques qui seraient à améliorer sur le widget de saisie, sur le traitement des arbres d'alignement, parce qu'on peut donner un nombre d'arbres dans un alignement, mais c'est des données qui est associées à un point, donc qui ne reflètent pas la géométrie de l'alignement. Et puis qui ensuite, on traite tous les arbres comme une sorte de moyenne, donc ça sous-entend que tous les arbres sont égaux dans un alignement, ce qui n'est pas forcément le cas. Le deuxième point technique limitant, ça serait peut-être d'avoir une application de smartphone, qui n'existait pas encore, qui est, à mon avis, assez pertinent pour ce genre d'inventaire. Les autres limites, ça va être sur la question de la définition et de la perception, et donc l'hétérogénéité des utilisateurs. Le choix des champs et des catégories, qui est donc est-ce que l'arbre est à plus de 3 mètres, à moins de 3 mètres. Et puis les frontières de la trogne, certains arbres vont être un petit peu inventoriés
alors qu'ils ont été taillés une fois, étiquetés une fois, puis ensuite plus jamais retaillés. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans l'inventaire, qu'on ne peut pas trop contrôler comme ça. Et puis le dernier point négatif, ce serait le volet participatif, qui est difficile à maintenir actif, qui demande beaucoup de communication, et qui s'essouffle assez vite dès qu'on arrête de communiquer, avec un nombre de contributeurs assez peu élevé finalement. Voilà, je vais revenir après sur des points plus positifs. Le gros intérêt pour nous d'avoir cet inventaire qui est établi, c'est que ça légitimise l'arbre tétard dans le territoire, et ça nous donne un outil de diagnostic, même s'il est partiel, pour faire des cartes, pour hiérarchiser des enjeux par territoire, pour aller voir des collectivités, et ça nous donne ensuite l'occasion de développer des actions d'entretien ou de gestion ou de restauration, et puis aussi un aspect pédagogique pour le grand public. Je vais ensuite illustrer un petit peu ça. Par exemple, sans grande prétention, on peut bidouiller un petit peu un indicateur de potentielle biodiversité en regardant la taille de la tête, la présence de cavités, la présence de flore épiphyte par exemple, et puis essayer de dire si certains arbres sont plus intéressants en termes d'accueil de la faune notamment. Donc là par exemple on voit que les mûriers, donc le camembert du bas, globalement ils ont un fort potentiel, oui, parce que souvent c'est beaucoup d'arbres qui sont creux, et donc assez intéressant. Et puis ça on peut l'appliquer à des secteurs un peu plus petits. Là c'est sur les bords de l'Isère par exemple. Donc là on allait voir la commune en ayant un peu cette carte-là des différentes trognes, et en proposant d'avoir des actions soit de restauration, soit de création de chantiers. Et donc ça aboutit sur des chantiers de taille, des chantiers participatifs, c'est ce qu'on fait souvent. Là par exemple c'est une parcelle en fait, où il y avait des mesures compensatoires liées à la gestion de l'Isère, et donc il y avait eu des boutures de peupliers noirs et de saules blancs, donc des boutures assez conséquentes qui avaient été faites à la pelleteuse, et il s'agissait maintenant de faire une taille pour les transformer en trognes. Donc une autre illustration au niveau de la métropole grenobloise, où on a mobilisé notre inventaire pour participer au corridor écologique, aux actions sur le corridor écologique. Là j'ai fait un focus sur la plaine de Rémur, donc qui est au sud de la métropole, et qui est identifié comme un corridor majeur de connexion entre le massif de Beldon et le massif du Vercors, dans lequel on va regarder quels arbres on a. C'est un secteur qui est intéressant d'autant plus qu'il y a une population de chouettes chevêches à proximité, donc qui aime bien les cavités des trognes pour y nicher. Et donc on peut mobiliser un petit peu notre inventaire et avoir des actions ensuite de densification sur ces milieux-là. Un autre exemple à une échelle encore plus petite, là c'est un parc, c'est une zone entre naturel et parc, où là on travaille depuis plusieurs années avec les habitants pour faire de la taille donc de vieux osiers, de vieux peupliers. Voilà, ça c'est après le printemps suivant, avec les habitants. Et puis de plus en plus, globalement, on se rapproche des gestionnaires de collectivités pour faire passer la connaissance auprès des techniciens, des agents d'espace vert, agents techniques, qui s'approprient leurs arbres et puis qui les traitent ensuite en autonomie. Donc voilà une petite conclusion. Donc l'inventaire d'arbres têtards en Isère est lancé depuis 12 ans. C'est un inventaire qui reste encore partiel, qui a ses défauts, mais qui a pas mal d'avantages, notamment de constituer une base de connaissances partagées et assez objective, qui nous permet de hiérarchiser les enjeux et qui en fait a engendré pour nous, associations, beaucoup d'activités qu'on n'attendait pas forcément au départ. Et donc l'inverse, c'est une connaissance encore partielle, et puis le caractère participatif, j'insiste là-dessus, qui est difficile à entretenir. Il y a encore le slide normalement, en perspective. Donc dans la perspective de développement de l'inventaire au niveau national, avoir une vigilance sur les données à récolter, et notamment savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces données-là derrière, si c'est
l'objectif, c'est de la porter à connaissance, ou vraiment de la recherche scientifique, et maintenir l'effort de communication. Ça, je pense que j'ai assez insisté dessus pour que vous l'ayez retenu avec ma présentation. Je vous remercie. Merci Martin. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, je voudrais savoir si, comme il y a une démarche d'atlas de biodiversité communale lancée sur le Vercors sur 38 communes, est-ce que du coup est envisagé de faire, comme il y a beaucoup en général d'inventaires participatifs qui sont faits dans ce cadre-là avec les habitants, est-ce qu'il y a un lien qui a été fait avec l'inventaire Tétart là et d'essayer de profiter de cette dynamique au niveau de chacune des communes pour engranger des nouvelles données? Pas encore, mais ça va être fait. On en a discuté tout à l'heure à midi notamment, avec la nouvelle personne qui est en charge de l'ABC sur le PNR du Vercors. Mais typiquement, c'est le genre d'inventaires qui sont participatifs, qui sont très faciles à déployer sur des territoires. On a d'autres inventaires comme ça, les missions Flore par exemple, qui ont des inventaires à la recherche d'une espèce particulière à un moment donné de l'année, sur lesquels on fait un focus de communication. On peut mettre un peu le cadre qu'on veut, c'est-à-dire le périmètre de recherche qu'on veut, et puis le diffuser. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir la force de diffusion de l'information. Donc sur le Vercors, oui, on a prévu de se rencontrer à demi-mot, et je pense qu'on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Oui, il y a 4 thèmes qui sont retenus dans le cadre effectivement des atlas de la biodiversité sur le Vercors. Il y en a un qui concerne les arbres remarquables et les haies. Et donc, on compte bien flécher sur l'inventaire des têtards et donc les actions sur les têtards. Et il y a des données en plus de ce qui a été récolté par Jean Siana. Il y a des données du département. Il y a Arnaud Calec qui avait fait travailler quelqu'un sur le site. Oui, donc Christelle Caton, justement, je m'occupe de l'ABC sur le Vercors, et donc notamment on a parlé ce midi là justement de voir comment on peut travailler ensemble pour faire un inventaire participatif des arbres têtards notamment. Et moi j'avais juste une question concernant l'utilisation des données, notamment dans les documents d'urbanisme. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu servir à toutes les données que vous avez eues, est-ce que les communes ont pu s'en saisir pour les utiliser dans leur révision de PLU notamment? On les donne aux communes, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient allées jusqu'au dans les PLU. Mais il n'y aurait pas d'opposition à ce que ça se passe.